Bonsoir, merci à tous d'être à cette nouvelle conférence organisée par UTUC, le média UTUC, que vous connaissez déjà probablement tous ici. C'est avec un grand plaisir et une certaine responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en cette ouverture officielle de notre conférence sur les addictions dans la génération connectée. En tant que directrice d'une société de communication digitale, je suis consciente des défis que nous devons relever dans un monde où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse. Dans une ère où nos smartphones sont devenus une extension de notre être, où les interactions en ligne sont monnaie courante, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer les impacts réels de cette hyperconnectivité. Nous allons explorer ensemble les liens entre la génération connectée, le sexisme et les diverses tentations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Cette conférence est une opportunité d'apprentissage, d'échange et de réflexion. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la génération connectée soit une génération éclairée, consciente et résiliente. Donc, je remercie la Marina Badufort, SFR, le cabinet Ketzel, société d'avocats, et Golfcar Rental. Je vais également remercier nos intervenants qui ont accepté de venir donner de leur temps pour discuter et échanger avec vous. Maître Raphaël Lapin, merci. Madame Erika Sénoage, Madame Natacha Nestor, qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'elle fait partie de la police nationale, elle est la présidente de l'AFPED, mais elle a quelqu'un qui va la représenter et discuter, nous parler un petit peu de son action. Bonjour à tous, je suis heureux évidemment d'intervenir de nouveau pour UTUL, ce média connecté, sur ce sujet qui, de mon point de vue, est un sujet d'ordre public. D'ordre public, pourquoi ? Parce que quand on parle de génération connectée, on parle d'un espace qui est en perpétuelle évolution, de mouvant en permanence, et où il y a un enjeu pour les pouvoirs publics de s'inscrire dans une forme, malheureusement, j'ai presque envie de dire, de rattrapage permanent. Vous allez dans la rue, il y a des règles, il y a des usages, on circule à droite, on met le clignotant avant de tourner, il y a un code de la route pour que les usagers, les différents usagers, qu'il s'agisse du piéton, qu'il s'agisse de l'automobiliste ou de la personne motocyclée, puissent se respecter et vivre en commun. Vous investissez un nouvel espace public, parce que moi c'est comme ça que je le décris, un nouvel espace public que sont les réseaux sociaux et qu'est l'espace numérique. Et là, on se retrouve presque de manière spontanée dans un espace exempt de toute règle. C'est presque un état de nature, pour avoir des références un peu philosophiques. Un état de nature où chacun vient avec ce qu'il est, avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il pense, et où il se sent dans cet espace exempt de toute règle, susceptible de dire tout ce qu'il veut, comme il veut, à n'importe quel moment, à n'importe qui et de n'importe quelle manière. Et donc, il y a un enjeu pour les pouvoirs publics, de manière systématique, à rattraper, à s'inscrire dans cette dynamique de rattrapage. La dernière fois, on a évoqué le cyberharcèlement lors de la dernière conférence, avec ses différentes formes via les réseaux sociaux. Et on a vu que le corpus législatif concernant le harcèlement existe depuis les années 80, mais concernant le cyberharcèlement, il a fallu des adaptations qui sont extrêmement récentes. Et de la même manière, quand on explore les différents aspects des réseaux sociaux, on se rend compte que les règles de droit arrivent progressivement. Singulièrement s'agissant, puisque je me suis posé la question, s'agissant du sexisme d'une part, et du phénomène d'addiction. J'ai un peu fait des recherches sur les questions d'addiction liées aux réseaux sociaux, parce que ce sont de véritables questions qui se posent à notre société, à notre ère contemporaine, et en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règles de droit qui viendraient sanctionner en France et en Europe occidentale des comportements de plateformes de réseaux sociaux qui induiraient une forme d'addiction. Il y a des ersatz, des embryons de règles de droit qu'on voit apparaître alors en Corée du Sud. En Corée du Sud et aux États-Unis, où il y a un sénateur qui a fait une proposition de loi pour sanctionner les plateformes qui auraient recours à des comportements qui induiraient l'addiction. Alors c'est quoi, concrètement? On ne s'en rend pas compte, hein, mais on devient tous addicts au scroll. On va sur Twitter, on scrolle.
On scrolle de manière indéfinie, on scrolle. Idem pour Instagram, on scrolle. Et puis pareil, on va sur les stories, et puis on passe à une autre story, Et en fait, c'est ça le comportement addictif. C'est que, en fait, bon, ça m'intéresse pas, je zappe. Ça m'intéresse, je reste 3 secondes, hop, je zappe. Et puis j'y reviens. Et après, à la fin de la semaine, on a le compte rendu de son activité sur le téléphone, et on voit, mais mince, on a passé 7 heures sur les réseaux sociaux. Et on se dit, mais à quel moment j'ai passé tout ça de temps? 7 heures, c'est une journée de travail, en fait, qu'on a passé sur les réseaux sociaux. Et en fait, aux États-Unis, il y a une proposition de loi qui a été déposée par un sénateur américain pour interdire le scroll indéfini. Ça veut dire qu'on pourrait passer des heures à scroller qui auraient toujours du contenu. Il y a d'autres types de manœuvres qui sont mises en place par les réseaux sociaux pour transformer le consommateur en personne qui est addict. De la même manière, je vous disais qu'il y a un enjeu, parce que ça, c'est des propositions de texte qui existent aujourd'hui aux États-Unis et en Corée du Sud. Il n'y a rien en France aujourd'hui. C'est très pauvre comme matière en droit aujourd'hui. La prévention, elle se fait dans les écoles, elle se fait comme ce qu'on fait là, mais la réalité, c'est que en termes de sanctions des plateformes pour les phénomènes d'addiction, c'est très pauvre. De l'autre côté, s'agissant du sexisme, là aussi, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Vous avez eu un renforcement en 2023 des textes qui concernent la sanction de ce qu'on appelle l'outrage sexiste. Au départ, c'était simplement une contravention, c'était simplement une petite amende qu'on mettait à celui qui avait un propos sexiste. Aujourd'hui, c'est devenu un délit, à l'instar de ce qu'est la diffamation et à l'instar de ce qu'est l'injure publique. Eh bien, il y a un enjeu à aussi investiguer le sexisme sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a récemment, il y a eu deux rapports qui ont été intéressants du point de vue des questions intéressant le sexisme. C'est 2 rapports du Haut Conseil à l'égalité. Le Haut Conseil à l'égalité constate 2 choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces rapports. Non? Il constate que pour la génération 25-34 ans, donc les jeunes actifs, dirons-nous, eh bien, il y a une hausse phénoménale des comportements et de la pensée sexiste. Les jeunes sont, malheureusement, on pourrait le dire, de plus en plus sexistes. Parmi eux, la moitié des jeunes hommes, considérerait qu'il faudrait que les femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants. De la même manière, le Haut Conseil à l'égalité a rendu un autre rapport en novembre 2023 sur lequel il s'interroge sur les contenus et le caractère sexiste des contenus sur les réseaux sociaux. Et ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux sont des véhicules à idées sexistes. YouTube, par exemple, la moitié des contenus de YouTube sont des contenus qui interagissent presque exclusivement des hommes. Ensuite, donc ça veut dire qu'il reste l'autre moitié pour des contenus qui sont partagés entre des hommes et des femmes. Ensuite, c'est le contenu même des vidéos, de ce qui est représenté, avec souvent des images qui sont dévalorisantes, dégradantes de la femme, qu'on retrouve assez souvent. Le Haut Conseil à l'égalité a fait une espèce de classement des 100 contenus par réseaux sociaux les plus diffusés, les plus regardés, et à chaque fois on se rend compte que, soit majoritairement, c'est le cas pour YouTube, on se retrouve avec des contenus qui mettent en avant des personnes de sexe masculin, soit on se retrouve avec des contenus, c'est notamment le cas sur Instagram, où on a un rôle qui est domestiqué de la femme. Ça veut dire la femme est cantonnée à son rôle à la maison, la femme est cantonnée à son rôle finalement de maman, de bonne presque, j'ai presque envie de dire, à tout faire dans une maison. C'est ça l'image qui est véhiculée aujourd'hui par les réseaux sociaux de la femme, et c'est ça qui est donné à consommer à la génération connectée. De sorte que c'est pour ça que je dis que la conférence d'aujourd'hui, et je ne serai pas tellement plus long parce que du coup il y a d'autres personnes qui auront à intervenir, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un enjeu fondamental à ce type de conférence pour créer justement ce phénomène de prévention. Et moi j'ai presque envie de dire qu'il y a un enjeu, et c'est une proposition, c'est une pièce que je mets dans la réflexion, il y a un enjeu à créer un code de l'espace public numérique.
pour recenser non seulement les règles de droit qui sanctionnent tout ce qui est revenge porn, tout ce qui est porn divulgation, pour qu'il y ait toutes les règles qui existent d'ores et déjà qui soient recensées, mais aussi pour qu'on puisse formuler des propositions pour encadrer un certain nombre de pratiques et de comportements, non seulement des plateformes de diffusion de contenu, mais aussi des usagers qui trop souvent se pensent dans un espace public exempt de toute norme. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu de la génération connectée, c'est un enjeu pour la génération connectée, mais je crois que c'est un enjeu aussi qu'il est nécessaire de poursuivre pour les générations qui viennent après. Parce que si on est confronté aujourd'hui à une génération connectée, demain on sera confronté à une génération qui aura un don d'ubiquité mécanique parce que le métaverse va occuper un espace de plus en plus important, parce qu'on va tous avoir des masques de réalité augmentée, et donc au final il y aura là aussi de nouvelles règles de droit à investiguer, et je crois que c'est pas inutile d'ores et déjà d'y penser. Moi, mon objectif, c'est que chacun, là, cet après-midi, puisse s'exprimer sur les différentes notions qui ont été présentées. Puisque il est facile pour les personnes qui sont assises là de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Mais finalement, quand vous allez ressortir avec quoi? On a parlé de ça, pourquoi? Et vous, comment vous voyez la chose? Comment vous vous sentez? Peut-être qu'on parle alors là, ça n'apparaît pas, mais peut-être qu'on parle d'addiction et que finalement, pour vous, vous n'êtes pas au stade de l'addiction et donc il n'y a aucun intérêt d'en discuter. Peut-être que vous pensez que vous êtes à un autre niveau. Et en fait, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, là, sur le temps qui m'est imparti. Dans la thématique qui a été proposée aujourd'hui, il est question des réseaux, des addictions, du sexisme et des tentations. D'accord? Moi, j'aimerais vous demander ce qu'est une addiction. Alors pour moi, une addiction, c'est une incapacité à se contrôler, à contrôler sa consommation en toute conscience et connaissance de cause sur les effets néfastes, ce qui peut malheureusement entraîner à diverses complications telles que le trouble du comportement, le TCA ou encore le TDAH. Ça peut arriver, on ne va pas effrayer tout le monde, mais ça peut arriver, ok? L'addiction est une dépendance à un objet ou quelque chose de psychologique. Oui, ça peut être psychologique, oui. Alors, jusque-là, effectivement, vous avez fait un lapsus. Jusque-là, vous m'avez parlé de la dépendance. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre la dépendance et l'addiction, justement? Le fait de ne pas pouvoir s'en passer, le fait d'avoir cette sensation de satisfaction spontanée. Derrière, ça procure quoi? Parce que mine de rien, quand on parle d'addiction, tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a cette notion de pathologie, pas loin. Donc cette addiction fait quoi? Alors je disais, ce qui peut différencier l'addiction d'une dépendance, c'est que la dépendance est un phénomène physiologique conduisant à aggraver notre santé mentale et notre consommation en pleine recherche de dopamine dans le but d'échapper aux effets néfastes de celle-ci. Donc, aggraver notre santé mentale, d'une part, il y a cette idée d'aggraver donc la santé mentale et cette idée de, s'il faut le traduire en termes simples, le risque de danger et le danger pour soi, mais aussi pour les autres. Puisqu'une fois qu'on est accroché à cette chose ou à cette personne dont on ne peut plus se passer, ça devient le centre de mon monde. Donc on ne voit plus, on n'entend plus, on ne comprend plus ce qui se passe autour de soi. Les besoins primaires, quelque part, sont mis de côté. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous y retrouvez? À partir de cette définition, quelqu'un pourrait dire oui, je suis addict ou non, je ne le suis pas. Alors, sur la notion de l'addiction, effectivement, voilà, faut vraiment le recadrer. C'est pas tant cet attachement fort à la chose ou à la personne, mais il y a vraiment cette incapacité de s'en détacher, de faire autre chose et de continuer en fait par rapport à ses autres activités. Alors oui, on peut en être conscient, mais en général, on n'en est pas conscient. Et ce sont les autres, les personnes qui sont autour, qui vont nous alerter, qui vont essayer en tout cas de nous alerter, puisque bien sûr on ne l'entend pas comme cela. Je ne sais pas si vous avez fait attention là sur le petit spot qui a été proposé. Certaines m'ont dit non, je gère.
on a toujours l'impression qu'on reste dans les clous. On a toujours l'impression que y a pire que soi, donc finalement, je m'en sors plutôt pas mal. Jusqu'au jour où il va y avoir cette situation donc de risque de danger ou de danger pour soi et pour les autres. C'est bon pour vous, ça? Sur cette porte ouverte par rapport au sexisme, moi, j'aimerais juste qu'on fasse un petit peu marche arrière et qu'on revienne dans notre histoire, l'histoire de ce territoire. Tout à l'heure, M. Lapin disait qu'il y a des chiffres qui ont été diffusés et qu'on montre que le nombre d'interactions à caractère sexiste est en nette augmentation. Sauf que pour moi, il faut quand même qu'on arrive à mettre ces chiffres en perspective. Les infractions à caractère sexiste n'ont pas toujours été pointées, suivies. Donc, en 1900, on n'avait pas de chiffres concernant les infractions à caractère sexiste. Donc, arrivé en 2023, quand on en parle, ou si on en parlait il y a 10 ans, forcément, on va noter une augmentation, puisque à partir de là, on a commencé à décompter. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur ce territoire dit de l'oralité, nous avons cette culture de, comment on va dire ça? De chambrer. Nous avons cette culture de chambrer et de mettre en opposition les hommes et les femmes, les petits et les grands, les gros et les maigres. J'ai pas dit que c'était bien. Je dis simplement que ça fait partie de nos représentations, de nos valeurs, de notre éducation. Donc, avant l'école, le premier espace de socialisation, c'est la famille. Tout ce que l'on va retrouver dans l'espace scolaire, dans l'espace public, dans le groupe amical, et puis après sur les réseaux sociaux, part de ce que l'on va voir et entendre dans nos espaces privés. De manière consciente ou inconsciente, quand un petit garçon commence à pleurer, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit « tu pleures comme une fille ». Quand un garçon, alors je parle de garçon, mais ça pourrait être la même chose pour les filles, quand celui-ci va se décider à jouer avec les poupées de la sœur ou de la cousine, qu'est-ce qu'on lui dit? Les garçons, ça ne joue pas avec les poupées. La petite fille qui veut, à Noël, on lui présente le catalogue et on lui dit « choisis ce que tu veux ». Si elle demande la caisse à outils, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas fait pour les filles. Tout ça se joue dans l'espace familial. Hein. Quand il faut faire la vaisselle et que dans une fratrie, on a une fille et un garçon, qui on appelle pour faire la vaisselle? Là, je fais des généralités à tort, parce qu'il y a quand même des familles qui essaient de prôner cette équité au sein des membres de la famille. Mais ce que je veux dire, c'est que sur une très grande majorité, on a un héritage très lourd qui aujourd'hui a été réglementé, pénalisé. Donc quand dans la rue, un homme fait un compliment, quand dans la rue, un homme siffle une femme, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela, c'était bien reçu. Ben oui. Parce que c'est un marqueur de sa virilité, de sa capacité à interpeller et à accrocher une femme. Aujourd'hui, c'est devenu du harcèlement. Donc, on a sur notre territoire une confrontation entre cette culture, c'est la nôtre, bien ou mal, c'est la nôtre. Donc, une confrontation entre notre culture et ces valeurs dont on a hérité et le droit. Donc, le droit français d'abord, puis le droit international, puis le droit européen, qui aujourd'hui fait qu'on se questionne énormément sur la question, alors entre autres, ça pourrait être la question du genre, le sexisme, le harcèlement, enfin voilà, toutes ces situations qui voudraient être traitées de manière uniforme sur tous les territoires, alors que chaque territoire a sa propre culture, sa propre référence et ses propres limites. Donc, avant d'aller plus loin, voilà, je voulais vraiment qu'on revienne là-dessus
Je ne dis pas qu'il est bien de cataloguer un homme à telle ou telle fonction et une femme à telle et telle fonction. Ce matin encore, je disais, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon jusque dans les années 2000, légalement. Donc, on peut évoluer, mais il faut qu'on sache d'où l'on part pour qu'on comprenne où on peut aller. Sur la question des réseaux, des addictions et du sexisme, une fois qu'on a mis de côté notre culture et de l'autre ce droit français, on voit que l'espace numérique, c'est un espace qui a été ouvert, mais toute vanne grande ouverte, et qu'il n'y a pas eu d'accompagnement par rapport à cet espace que l'on ne maîtrise pas. Je m'explique. Quand vous arrivez dans un magasin, vous voulez, par exemple, j'ai acheté cette robe. Vous essayez je l'ai essayé et la vendeuse a pris le temps de m'expliquer les différentes manières de la porter et surtout d'attacher ce truc-là. Elle a pris ce temps-là. Après, charge pour moi de l'attacher à gauche, à droite, devant, derrière, comme je veux, ou de ne pas l'attacher. Mais au moins, j'ai eu ce temps d'explication et d'accompagnement. Ça n'a pas été fait ni avec les ordinateurs, ni avec les téléphones, ni avec Internet. Donc on a cette ouverture sur le monde, et en fait c'est comme si on vous avait donné un coup de pied. Allez, vas-y, débrouille-toi. Donc il y a un appel d'air, et on se retrouve en fait totalement happé par quelque chose qui finalement ne nous intéresse pas tant que ça. Quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes, quelque chose qui nous vole notre temps, quelque chose qui nous vole notre intelligence, quelque chose qui nous vole notre corps. Parce que les répercussions, alors oui, vous avez dit au niveau mental, mais les répercussions ne sont pas que mentales, elles sont aussi physiques, elles sont aussi physiologiques. Si au niveau réglementaire, il y a très peu de textes, parce que quelque part, on est un tube à essai à ciel ouvert. Ça a été lâché en pâture et on regarde comment les générations évoluent avec. Chaque génération est analysée et c'est seulement dans 20 ans qu'on aura des résultats de cette étude qui est menée aujourd'hui. On a déjà des premiers retours par rapport aux ordinateurs. Alors bien sûr, ce sont des études qui sont faites aux États-Unis, mais l'approche est sensiblement la même sur nos territoires. Donc on voit que les cerveaux ils se muent différemment. On voit les répercussions sur les yeux, on voit les répercussions sur les cervicales, on voit les répercussions sur les organes. Est-ce que pour vous ça a l'air logique? Vous savez où sont vos organes? Quel lien il y a entre votre organe, votre hâte et le fait de scroller? Aujourd'hui, alors même si certains pratiquent encore des activités physiques, mais disons que le ratio entre l'activité physique et le fait d'être posé sur un écran, parce que ce n'est pas forcément un téléphone, mais il ne permet pas que le corps continue à se développer et soit suffisamment accroché pour qu'il n'y ait pas toutes ces... Alors les dents qui tombent, les yeux qui s'affaiblissent, enfin, voilà, ça peut aller très très loin et de plus en plus jeune. Alors je ne dis pas que c'est pas grave si on a déjà un certain âge, mais je dis simplement que c'est d'autant plus inquiétant quand on voit la population jeune rencontrer ce type de pathologie pour lesquelles il va être compliqué de se relever. Est-ce que ça va pour vous? On a dit que c'est un échange, en fait, je veux vous entendre là-dessus. Comment vous voyez ça? Comment vous le vivez finalement? Alors, on cherche à traiter la conséquence, sans aller chercher la cause. On cherche à traiter les conséquences, parce que justement, on ne tient pas compte des singularités, on ne tient pas compte du parcours de chacun. On va se dire aujourd'hui, voilà l'état de situation et qu'est-ce qu'on fait pour cet état de situation sans remonter et se dire mais il y a peut-être autre chose. Alors je vous dis ça, j'allais vous dire quelque chose et ça m'a échappé. Si au départ,
Et pour beaucoup, hein, si je vous pose la question, vous allez me dire, bien sûr, on sait que Internet et les réseaux sociaux, c'est quelque chose de virtuel. Sauf que, finalement, le temps passant, on se rend compte que ce qui était censé rester dans le monde virtuel est devenu presque le monde réel. On s'identifie davantage à ce que l'on peut trouver sur ce monde virtuel en oubliant que ça reste du virtuel. Donc, chacun peut se sentir à l'aise de dire tout et n'importe quoi en pensant qu'il ne va pas y avoir d'impact. Chacun peut avoir l'impression que si je prends ce que je dis en face là, je me moque de celui-ci parce qu'il a les cheveux comme ci, je me moque de celui-là parce qu'il a les pieds comme ça. Sauf que là, on n'est pas face à face et on ne sait pas comment la personne qui est en face, donc de l'autre côté de l'écran, va réagir. Donc, appréhender les conséquences sans reprendre chacun et là, faire ce qu'on fait là, se discuter en face. Il y a des sujets comme ça dont on ne peut pas parler à distance et par écran interposé. Et même en face à face, moi je sais qu'il y a des sujets que je n'aborderai pas puisque je vais dire quelque chose, vous allez repartir et vous allez décompenser dans votre voiture. Ce n'est pas l'objectif. Alors, ça va vous demander à tous. Alors, allez, je vais m'inclure là-dedans. Ça va nous demander à tous un très gros effort. Je m'explique. On a tendance à oublier que nous avons chacun des intelligences différentes. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très vrai, de très fort, ce besoin d'exister. Et j'ai rebondi sur la notion de monde virtuel. Effectivement, quand on ne se sent pas bien dans son environnement immédiat, on va chercher ce réconfort dans le monde virtuel. À tort ou à raison. Et du coup, celui qui est victime peut se transformer en bourreau. On a tendance à oublier, je le redis, nous avons des intelligences différentes. Nous avons des capacités différentes. Donc ça veut dire que chacun, face à lui-même, va devoir à un moment donné se poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Est-ce que c'est cette vie qu'on me montre à travers les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est réelle? Et est-ce que je suis sûre de pouvoir vivre cette vie-là? Ou est-ce que j'ai envie d'expérimenter autre chose? Mais ça, c'est chacun avec lui-même. C'est-à-dire qu'on pourra mettre en place tous les programmes d'accompagnement pour ceux qui sont déjà dedans. Si je ne suis pas décidée à être aidée et à améliorer ma situation, ça ne fonctionnera pas. Si je n'arrive pas à prendre conscience que là, je suis en train de passer à côté de quelque chose, quand je parle d'intelligence, certaines personnes ont des capacités pour le dessin, d'autres ont des capacités pour la cuisine, d'autres encore, c'est la coiffure, d'autres encore, c'est le sport. D'autres, c'est la mécanique. Il n'y a pas de sous-métier. Même si parfois le système scolaire a tendance à renvoyer autre chose, même si on a un discours ambiant sur ce territoire qui appelle le cynisme en se disant « ça ne sert à rien de toute façon », on ne pourra pas tous être influenceurs. Et puis tout le monde ne sait pas faire ça non plus. Et tout le monde ne gagnera pas sa vie de cela. Donc ça demande que chacun, en fait, arrive, alors chacun son rythme. Certains vont y arriver très tôt, très vite. D'autres, ça prendra plus de temps. D'autres auront le temps de se casser les dents. Mais de se dire, OK, est-ce que cette vie-là, c'est la vraie vie? Est-ce que c'est réel? Et où ça me mène? Mais on se pose la question pour soi, mais aussi pour les personnes qui sont autour de soi. Parce qu'on a des cousins et des cousines, on a des neveux et des nièces, on a des voisins, on a des amis. Et puis il y a toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut influencer avec cette réflexion. Alors, la FED, pour vous présenter l'association, c'est une association essentiellement composée de femmes issues de la police nationale, donc qui signifie Association de femmes et police, égalité et diversité. Donc, les objectifs sont la défense des droits fondamentaux et des activités civiques. Alors,
Si vous êtes victime de propos à caractère sexuel ou raciste, on peut considérer qu'il s'agit en fait d'un outrage. Un outrage légalement, c'est quelque chose qui est pénalement condamné. On considère en fait que toute discrimination, toute parole qui sera prononcée en fait sur quelqu'un de manière à le dénigrer, à porter atteinte à sa personne, à sa personnalité, est considérée en fait comme un délit. Depuis le 1er avril, il faut savoir que la loi considère que outrager quelqu'un, c'est un délit. Donc, c'est passible en fait d'une amende de 1 500 €. Donc, pour vous donner une petite définition de l'outrage sexiste ou sexuel, ça consiste en fait à porter des propos, donc des paroles, qui consistent en fait à dénigrer la personne sur son physique, en fait, ce sont différents propos qui auront tendance, en tout cas, à dénigrer la personne. Vous avez sans doute déjà, en fait, entendu des propos, en fait, qu'on entend, par exemple, de toute façon, la place de la femme, c'est la cuisine. C'est quelque chose qu'on entend. Il y a même eu des vidéos qui ont été utilisées dans ce sens-là. Par exemple, la femme n'est bonne qu'à faire des enfants. Alors, j'ai pris des exemples essentiellement orientés vers les femmes, mais bien entendu, comme le disait Madame Senouage, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, en tout cas, de propos sexistes. Alors, du volet outrage, ce qui concerne l'outrage sexuel, ce sont toutes les phrases, en fait, les connotations qui seront tournées, en tout cas, sur l'aspect sexuel, par exemple au travail, dans le cadre d'une promotion ou d'un entretien, que quelqu'un peut-être cherche à avoir un emploi et qu'on lui propose tout simplement, écoutez plutôt, puisqu'on est dans un cadre professionnel, mais si vous voulez entrer dans telle entreprise ou telle administration, vous savez déjà. Ce sont des choses qui existent en fait. On ne parle pas. Bien entendu, ce sont des gens qui sont peut-être assez pudiques pour pouvoir parler ou pouvoir aller au-delà et dénoncer ce genre de choses. Mais il faut savoir que ce sont des choses aussi qui existent. On considère également que l'outrage en fait a deux catégories. Donc l'outrage sexiste sexuel, donc passible de 1 500 €, mais il y a aussi un autre cap, donc l'outrage sexiste ou sexuel aggravé. Donc on considère que ce sont encore des paroles qui sont prononcées toujours dans le but de dénigrer la personne sur son physique, sur son orientation sexuelle, mais commises par une personne d'autorité. Donc ça peut être en fait différents cas de figure. Dans le cadre professionnel encore, je reviens sur le même cas de figure, un patron envers son employé, où il va tenir des propos, en tout cas, pour le dénigrer. On pourrait également retrouver dans le cadre scolaire, toujours le professeur vers l'élève. On parle aussi pour les personnes vulnérables, donc on parlait en situation de handicap, le tuteur, par exemple, d'une personne qui pourrait le traiter peut-être d'handicapé de toute façon, comme c'est un handicapé, donc il ne sera pas en mesure de... Donc ce sont aussi des propos outrageants qui ne devraient pas exister. On parle d'outrage quand il est question de parler de l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout le monde est soit hétéro, soit homo, ou soit... voilà. Il y a différentes orientations sexuelles. Donc aujourd'hui, en fait, tenir des propos dans ce sens-là, ce serait aussi un outrage. Et il faut savoir que quand il est question d'outrage, aujourd'hui, il y a une peine d'emprisonnement qui peut aller... peut-être pas jusqu'à 10 ans, mais en tout cas, il faut savoir qu'on est on est en tout cas passible de l'emprisonnement avec 3 750 € d'amende. Et ce n'est pas considéré comme quelque chose de bénin en fait. Tenir des propos en tout cas envers quelqu'un, c'est toujours le blesser, mais au-delà. À partir du moment où vous portez des propos envers quelqu'un,
vous avez une amende de 1 500 € et au-delà de 3 750 quand il y a autorité, en tout cas, sur la personne. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais simplement venir sur la procédure, en tout cas, qu'il y a à mettre en place. Si vous êtes victime d'outrage, il faudrait tout d'abord contacter la police, donc le 17. Il y a également le 112 qu'on peut composer. Il y a un numéro pour les personnes sourdes et malentendantes, en tout cas pour les personnes... pardon ? Le 114, tout à fait, le 114, qui propose une plateforme accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permettent également de pouvoir recueillir les informations pour les personnes qui sont victimes de ces formes de violence, en fait. Il y a également pour les victimes une plateforme sur Internet, https://parcours-victime.fr. Donc en fait, la marche à suivre, c'est de ne pas rester en tout cas en silence, c'est de faire les démarches nécessaires, de s'orienter vers la police, de s'orienter sur les plateformes en tout cas qui sont destinées à recueillir toutes ces informations et à pouvoir en tout cas être entouré. Voilà. Pour compléter, l'association d'aide aux victimes qui a en Guadeloupe, en tout cas, entre autres, donc le Guadaf et d'autres structures en tout cas. Merci. Nous sommes avec Anaïs, Nathan, Azilise, Stéliane, Lauriana, Talia, Manoa. et la question du jour, c'est comment imagineriez-vous votre vie sans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous feriez, etc. Je dirais que ce serait mieux et en même temps ce serait pas mieux. Je pense que les premiers jours, en vrai, ça m'aurait mis un stress parce que j'aime beaucoup les réseaux, que ce soit pour passer mon temps, mais aussi pour procrastiner. Mais je pense qu'après, je me serais habituée et j'aurais pris le temps que je passais dessus en faisant d'autres activités, comme par exemple de la lecture. C'est vraiment compliqué parce que je suis toujours sur mon téléphone, je ne marche pas sur mon téléphone, donc c'est compliqué. Non, j'imagine. C'est téléphone for life. Oui. Pour moi et beaucoup d'autres personnes, on est super addicts. Et pareil, je me vois passer des heures sur les réseaux et rien faire. Et je me dis après, j'aurais pu faire autre chose, quelque chose de productif et tout. la vie sans les réseaux sociaux, je pense que ça va plus m'instruire parce que je passerai pas mon temps dessus et je passerai mon temps à faire autre chose. Personnellement, je suis pas très addict aux réseaux sociaux, mais plutôt aux jeux. Donc, m'imaginer sans mes jeux, je pourrais pas. Pensez-vous être addict à vos téléphones? Dans mon cas, oui et non. Ça dépend de la situation. Okay, ça dépend s'il y a un truc intéressant sur TikTok, tu vas rester là. S'il y a rien d'intéressant, tu vas partir. C'est ça. Oui, c'est ça. D'une certaine manière, oui. Et je sais comment on est addict parce que j'avais déjà fait plusieurs recherches sur l'algorithme, par exemple, de TikTok. Et nous expliquait que, en gros, à chaque swipe vidéo qu'on faisait, etc., c'est de la dopamine qui se relâchait. Donc, à chaque fois que tu swipes sur TikTok, il y a de la dopamine qui se relâche et t'es assez heureux de voir la vidéo que t'as. Oh, pas du tout, quand même pas. Donc là, on te l'a pour une semaine, ça te fait rien? Oui, ça me fait rien. Sûr et certain. T'as pas 2-3 choupettes à contacter? Non, mais ça, c'est pas si important que ça. Ça vient après. Mais on peut s'en passer. Et toi, tu es addict? Oui, clairement. Oui, parce que, ouais, c'est pas un plaisir tu peux pas t'arrêter de scroller les TikTok, les Reels et tout. Et, c'est chaud. Du coup, ouais, moi, je supprime souvent mes réseaux sociaux parce que, c'est pas possible, en fait, d'arriver à un point où tu peux pas lâcher ton tel. À chaque fois que tu vas dessus, tu vas sur TikTok et tout, c'est trop... c'est nocif, au final. On te retire le téléphone une semaine, tranquille. Merci. En fait, j'ai eu le déclic parce que j'ai pu faire, le confinement sans téléphone. Mais vraiment, sans écran, rien. Donc, en soi, une semaine, c'est rien. C'est vraiment rien. Évidemment, je suis addict. J'avoue. Au moins, vous êtes honnête, c'est déjà bien. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux amplifient les addictions chez les jeunes? Moi, je pense qu'ils n'ont pas conscience pour la plupart, car certains, ils consomment des choses illicites et après, problème pour eux, problème. Comme de dit, ça dépend de l'utilisation. Moi, je dis qu'ils ont totalement conscience de ça, puisqu'à partir du moment où tu le fais, tu sais, tu connais tes risques, tu sais ce que tu encours, c'est ton souci en fait. Donc moi, je dis que oui, ils en ont conscience et ça, ils le savent très bien. Ok, donc chacun est garant de soi. Très clairement.